Nous allons voir l'auto-rééducation guidée dans les hémiparésies et autres pathologies neurologiques chroniques. Pourquoi c'est devenu indispensable? L'historique va nous permettre de comprendre comment les stratégies rééducatives ont évolué grâce à la médecine factuelle. On pensait au siècle dernier que la plasticité cérébrale était toute puissante et qu'avec la bonne méthode de rééducation, on allait pouvoir guérir les patients de neurologie, et en particulier les hémiplégiques après un AVC, si on avait la bonne méthode et un entraînement sérieux. À ce moment-là, la récupération serait forcément bonne. On manquait cruellement d'études chiffrées, de statistiques pour confirmer ou infirmer ce qui n'était que des avis d'experts sans preuve. Or, lorsqu'on a eu des statistiques et des études validées par la médecine basée sur la preuve, ce fut une grande déception. En effet, après un accident vasculaire cérébral, et quelle que soit la méthode de rééducation, on avait un tiers des patients qui guérissent spontanément. Dans ce cas, même les méthodes les plus farfelues donnent de bons résultats. Au pire, la kinésithérapie peut jouer comme un frein. Si on interdit au patient de marcher sous prétexte qu'il va prendre de mauvaises habitudes et qu'il va exacerber la spasticité, on perd un peu de temps. Aux membres supérieurs, on peut freiner également la progression si l'on déconseille au patient de se servir de son membre supérieur pour les mêmes raisons. Et puis il y a un tiers des patients qui décèdent. C'est dramatique, mais c'est la réalité. Et enfin, il y a un tiers des patients qui vont présenter des séquelles définitives. Là aussi, quelle que soit la méthode de rééducation utilisée. Une fois de plus, on a l'impression que la rééducation ne joue aucun rôle pour changer cela. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que la rééducation sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un simple placebo? Heureusement, c'est démontré, on ne peut pas le nier puisqu'il y a des preuves chiffrées de la progression. Les patients présentant une pathologie chronique peuvent faire des progrès quantifiés. Pour ces patients qui présentent un handicap définitif, la rééducation en neurologie a été décrite comme l'art d'accommoder les restes. Le handicap persiste, mais s'ils font des exercices régulièrement, on a la preuve qu'ils en tirent un bénéfice. C'est un premier argument en faveur de l'auto-rééducation guidée. Les patients présentant une atteinte chronique peuvent faire des progrès à condition de s'entraîner régulièrement. Du XXe siècle, on a encore hérité de deux autres idées fausses, qui venaient en grande partie d'un certain Konrad Lorenz. Ce grand scientifique a reçu en 1973 le prix Nobel de physiologie-médecine pour ses travaux concernant les oies cendrées. Il s'était aperçu que les oisillons qui sortaient de l'œuf s'attachaient immédiatement à la première personne qu'elles voyaient et la suivaient comme si c'était leur mère. Il y avait une période critique à la sortie de l'œuf pendant laquelle cette fixation avait lieu et après cela, c'était irréversible. On peut voir sur cette photo qu'elles suivaient Konrad Lorenz comme si c'était leur mère. Si on mettait ces petites oies en contact avec leur vraie mère, elles ne pouvaient plus s'y attacher. Il y avait une empreinte définitive dans leur mémoire et donc dans leur cervelle d'oiseau au cours de cette période critique qui suivait l'éclosion de l'œuf. La première idée fausse inspirée par Konrad Lorenz et ses oies cendrées peut s'énoncer ainsi. La marche précoce est contre-indiquée après un accident vasculaire cérébral, mais pas seulement. Chez les jeunes patients présentant une paralysie cérébrale, c'est également contre-indiqué. Les mauvaises habitudes de marche vont se fixer à tout jamais dans la mémoire gestuelle du patient
et vont l'empêcher de progresser. De plus, la marche augmente le tonus et donc permet à la spasticité de se manifester et de se fixer définitivement dans le cerveau des patients, un peu comme s'ils étaient des oies cendrées de Konrad Lorenz. De ce fait, on interdisait aux patients de marcher tant qu'ils ne marchaient pas bien. Les patients présentant un accident vasculaire cérébral étaient donc confinés au fauteuil toute la journée, pour ne pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes en marchant, et pour que la spasticité ne se manifeste pas au cours de cette période critique des premiers mois suivant un accident vasculaire cérébral. On pouvait, à la rigueur, marcher quelques minutes par jour sous la surveillance du kinésithérapeute qui devait corriger en permanence les défauts de marche, mais on ne devait pas laisser le patient s'auto-organiser pour marcher. La marche ne faisait pas partie des priorités, bien au contraire, il fallait la retarder le plus possible. Mais les patients de neurologie, et en particulier les accidents vasculaires cérébraux, ne sont pas des oies cendrées sortant de l'œuf. La médecine basée sur la preuve a démontré que tous ces arguments étaient erronés. C'est le cas de ces 3 études indépendantes qui ont chacune montré qu'au bout de 5 ans, statistiquement, sur un grand nombre de patients, il n'y avait aucune différence significative entre les méthodes de rééducation, et en particulier entre celles qui limitaient la marche en début de progression et les méthodes de rééducation qui, au contraire, encourageaient la marche et les activités fonctionnelles. Aucune différence, ni sur le plan fonctionnel, ni sur la spasticité, la motricité, la sensibilité, etc. C'est donc la preuve que c'est bien la lésion cérébrale qui détermine la pathologie et non pas la rééducation. C'est la lésion cérébrale qui détermine également la spasticité. Si on empêche le patient de bouger, cette spasticité ne va pas se manifester, puisqu'au repos, le tonus reste bas. Mais on ne peut pas rester toute sa vie sans bouger. Dès que le patient va bouger, la spasticité va se manifester, car on n'a pas supprimé la pathologie. En mettant le sujet au repos, on n'a pas diminué la spasticité, on a diminué provisoirement sa manifestation. Il est donc néfaste de confiner le patient au fauteuil. Il va prendre l'habitude de la sédentarité, organiser sa vie dans son fauteuil en évitant le plus possible de marcher et considérer la déambulation comme une activité dangereuse qui augmente sa spasticité. Il est beaucoup plus réaliste de lui apprendre à maîtriser son handicap et sa spasticité au cours des activités fonctionnelles. La simple pratique assidue d'une activité fonctionnelle comme l'augmentation régulière du périmètre de marche avec ou sans aide technique permet la diminution du coût énergétique et donc des contractions parasites, ce qui diminue la gêne occasionnée par la spasticité lors de la marche. Et l'on peut chiffrer, on peut quantifier facilement les progrès qui sont presque quotidiens en début de progression. Par exemple, le périmètre de marche augmente. Il suffit de noter le nombre de pas ou la distance parcourue en mètres. C'est l'apprentissage par essai-erreur et auto-organisation des mouvements. On a également une optimisation des paramètres spatio-temporels et de la demande attentionnelle. La quantité de pratique va améliorer la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements. Le patient ne sera pas guéri, mais il va progresser à l'intérieur de son handicap, s'il s'entraîne avec persévérance. C'est un bon argument en faveur de l'auto-rééducation des patients présentant une atteinte neurologique chronique. Une autre idée fausse, inspirée par Konrad Lorenz et ses fameuses oies cendrées, qui a coûté très cher à la société tout en étant inefficace.
On peut résumer ainsi cette idée fausse. Une fois la rééducation initiale terminée, parfois au bout de 6 mois, les acquis du patient vont perdurer, vont se maintenir dans le temps. Or, la rééducation basée sur la preuve a montré que les progrès acquis au cours de la soi-disant période critique des 6 mois suivant l'accident vasculaire cérébral ne se fixaient pas définitivement dans la mémoire gestuelle du patient. Avec en particulier cet article validé par la Cochrane Librairie et qui a jeté la stupéfaction parmi ceux qui avaient encore des illusions. Cet article, je le traduis, le résultat fonctionnel et moteur 5 ans après un accident vasculaire cérébral équivaut à un résultat à 2 mois, selon une évaluation de la réadaptation des patients présentant un accident vasculaire cérébral dans plusieurs centres de rééducation situés dans plusieurs nations d'Europe. Dans cet article, qui porte sur un nombre important de patients, on voit bien que non seulement les performances des patients ne sont pas conservées, mais qu'elles régressent. Et au bout de 5 ans, on a perdu ce qui avait été acquis après 2 mois. Tout ce qui est acquis après 2 mois est perdu. Il y a plusieurs raisons à cette perte, mais la plus évidente est l'arrêt de l'entraînement intensif. Tout entraînement qui permet au patient de dépasser ses limites naturelles doit être entretenu. C'est vrai pour les patients, mais c'est également vrai pour les sujets sains qui veulent maintenir des performances physiques un peu difficiles à pratiquer à un bon niveau. Par exemple, si on veut bien danser la salsa en variant les passes pour éviter la monotonie, il faut danser régulièrement. Si l'on veut jouer au tennis avec des personnes qui ne sont pas débutantes, si on veut être apprécié par son équipe de basket, si on veut jouer de la guitare sans faire de fausses notes, etc., il faut entretenir ses performances avec régularité et persévérance. Maître Funakoshi, fondateur du karaté moderne, en avait fait 2 préceptes. Le premier précepte, le karaté est comme l'eau bouillante. Si on ne la maintient pas à haute température, elle se refroidit. Et deuxième précepte, l'entraînement en karaté dure la vie entière. Alors c'est un argument fort en faveur des contrats d'autorééducation guidée qui doivent maintenir les performances du patient à leur plus haut niveau et qui doivent être pratiqués avec persévérance. Parmi les performances à entretenir à leur plus haut niveau, il y a la déambulation. Voilà ce que la Haute Autorité de Santé, la HAS, recommande actuellement. La rééducation fonctionnelle de la marche est recommandée dès que possible et doit être poursuivie tout au long de l'évolution de l'AVC pour améliorer l'indépendance fonctionnelle dans les déplacements. C'est même une recommandation de grade B. Autre bonne nouvelle pour toutes les pathologies neurologiques chroniques, on peut avoir des progrès importants si on s'y met, même plusieurs années après le début de la pathologie, même plusieurs années après un AVC. Ces progrès ne sont pas liés à l'évolution spontanée de la pathologie, ils sont la preuve de l'efficacité de la rééducation et de l'auto-rééducation. Le professeur Jean-Michel Graciès a suivi de nombreux patients qui avaient des pathologies chroniques depuis des années et qui ont progressé de manière quantifiée, chiffrée, grâce à la pratique intensive et régulière de l'autorééducation guidée. C'est pour cette raison qu'il est devenu une référence mondiale en matière de rééducation. Il a le grand mérite d'avoir démontré qu'il est indispensable d'effectuer une autorééducation guidée pour tous les patients chroniques de neurologie et d'avoir convaincu la quasi-totalité des professeurs de neurologie et des professeurs de médecine physique et rééducation français. Attention!
Si l'on arrête l'entraînement, on va perdre très rapidement. Et au bout de 3 mois, la perte est très importante. C'est la leçon de l'article d'Emmanuel Robinet, qui s'appelle « Plasticité cérébrale induite par la rééducation dans la sclérose en plaques. Étude longitudinale en IRM fonctionnelle et structurale ». C'est un travail très instructif, et il me paraît capital de le comprendre. Elle a disposé de moyens hors du commun, et elle a été soutenue par toutes les personnes intéressées par la neurologie et la rééducation en neurologie à Marseille. Pour tous ces patients qui présentaient une sclérose en plaques, avant un séjour en centre de rééducation, elle a fait un premier examen en utilisant l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Un deuxième examen au bout d'un mois, c'est-à-dire à la fin du séjour en centre de rééducation, pendant lequel une rééducation active intensive a été effectuée. L'IRM montre qu'il y a bien une plasticité cérébrale dans le cerveau des patients. C'est démontré, la rééducation et l'auto-rééducation intensive entraînent bien une plasticité cérébrale dans le cerveau du patient. En effet, on peut voir des zones qui se sont épaissies dans le cerveau, probablement des neurones qui ont poussé, avec ce qu'on appelle l'IRM structural. On peut également voir de nouvelles connexions entre les neurones avec ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. C'est satisfaisant d'avoir cette preuve d'efficacité des exercices physiques pour ces patients qui présentent une pathologie chronique qui évolue sur des années. Les patients sont rentrés chez eux après ce deuxième examen, et il y a eu une troisième IRM 3 mois plus tard chez tous ces patients, et qui montre que tout a disparu. Les modifications dans le cerveau sont donc réversibles. Si l'entraînement s'arrête, la plasticité cérébrale disparaît, parallèlement à la diminution des performances des patients. C'est une nouvelle preuve que l'entraînement doit durer toute la vie, si on veut maintenir les performances à leur plus haut niveau. Donc en conclusion, les contrats d'auto-rééducation guidée doivent donc durer toute la vie. Les protocoles d'auto-rééducation sont très simples. Ils comportent 3 types d'exercices qui peuvent progresser si on les pratique régulièrement. Premièrement, les exercices fonctionnels comme la marche, la montée des escaliers, le transport manuel d'objets, l'habillage, etc. Deuxièmement, des exercices d'auto-assouplissement qui permettent en particulier d'étirer les muscles polyarticulaires les plus spastiques, lorsqu'il y a une spasticité, et qui permettent de lutter contre toutes les rétractions et diminutions d'amplitude. Troisièmement, des exercices de renforcement des muscles opposés aux muscles spastiques, comme les abducteurs de hanche, les fléchisseurs dorsaux, etc. Dans une autre vidéo intitulée « Autorééducation guidée en neurologie », nous présenterons les différents protocoles, le protocole de Jean-Michel Graciès, celui de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, celui de l'Institut Pomponiana à Hyères, le protocole Tabata et les protocoles inspirés par les niveaux d'évolution moteur.